Voici un caisson de la taille d'un conteneur maritime ordinaire. Mais son contenu est tout sauf ordinaire. Il contient 15 millions de larves de mouches soldats noires. Bientôt, on verra de tels conteneurs partout en Australie, et en grande quantité. Des milliards, voire des billions de larves se répandront sur l'ensemble de l'île. Mais pourquoi l'Australie a décidé de se couvrir de larves de mouches? Dans quel but? Malheureusement, je n'ai pas trouvé la réponse. Je plaisante, je l'ai trouvée. Servons-nous un café et commençons. Un aimable rappel à ceux qui ont tendance à oublier de laisser un like. Pensez-y, c'est pas une obligation, mais un simple rappel pour ceux qui le font volontiers mais qui oublient parfois. Imaginez un élevage de grosses mouches soldats noires bourdonnantes qui se reproduisent comme des folles. Le pire cauchemar de toute ville touristique, et même de celles qui ne le sont pas. Néanmoins, en Australie, de tels élevages pourraient devenir une réalité, et il ne reste que très peu de temps avant que ça ne se produise. Même les éleveurs qui décident d'élever des mouches doivent surmonter leur dégoût et faire abstraction de l'horreur que presque tout le monde ressent à la vue de larves frétillantes. Moi, je les trouve plutôt mignonnes, ces petites bestioles dégoûtantes et visqueuses. Bref, vous imaginez à quoi ressembleront de tels élevages? En fait, ils prévoient de s'installer dans les sous-sols de certains centres commerciaux. Ça va de soi, des larves, c'est exactement ce à quoi on veut penser quand on fait du shopping ou qu'on veut manger un morceau. Bon appétit! Au fait, toutes mes excuses si vous étiez en train de manger. Sachez que le reste de la vidéo est encore pire, alors courage. Cela dit, préparer cette vidéo ne m'a pas coupé l'appétit, mais je préfère vous prévenir au cas où. Enfin, il est sans doute trop tard. Sachez-le, l'élevage de larves de mouches soldats noires est la forme la plus courante d'élevage d'insectes dans le monde. Il est si populaire qu'il existe un protocole bien spécifique, et il n'est pas très ragoûtant. Chaque matin, les œufs sont collectés dans les enclos qui sont en fait de grandes pièces où les mouches s'accouplent et pondent. Une femelle peut pondre jusqu'à 600 œufs qui sont rassemblés dans des plateaux et transportés dans un incubateur. Là, les plateaux sont placés sur une petite plateforme grillagée au-dessus d'un bac de compost. Le compost est constitué de déchets alimentaires. Oui, si vous n'avez pas fini votre pizza, ces petites larves s'en chargeront pour vous. Ensuite, au sein d'un environnement contrôlé, les larves éclosent. Puis on les déplace à nouveau, cette fois jusqu'à la chambre d'élevage. L'ensemble du processus est contrôlé, y compris la température, l'humidité et la nourriture, afin que les larves se développent sainement et le plus rapidement possible. Elles atteignent leur taille maximale en seulement 6 jours et pendant cette période, elles consomment des nutriments à toute vitesse. À toute vitesse et en grande quantité. En une journée, elles peuvent manger l'équivalent de 2 fois leur propre poids. Cependant, ces larves gloutonnes ne sont pas destinées à devenir adultes. Un tout autre destin les attend. Mais quel est le lien entre l'Australie et ses essaims de larves? Je m'explique. En ce moment même, 1 million de larves vivent dans une grange à Canberra. Il s'agit de Goterra, une ferme d'insectes robotisés qui a vu le jour en tant que start-up en 2016. À l'heure actuelle, Goterra est le plus grand projet d'élevage d'insectes en Australie, mais tout a commencé par hasard. La fondatrice de Goterra, Olympia Yarger, souhaitait créer un élevage de volailles en plein air et elle cherchait une source de nourriture abordable pour ses poules. La nourriture ordinaire coûte cher et après quelques recherches sur internet, Olympia a appris l'existence de ces insectes qui semblaient être une bonne alternative. Elle a commencé à élever des larves et elle s'est tellement investie dans cette activité que l'élevage de volailles n'a jamais vu le jour. Progressivement, les insectes se sont multipliés et il est apparu que 70% des dépenses de la ferme étaient consacrées à l'achat de nourriture. Olympia a réfléchi et l'idée a germé. Pourquoi dépenser de l'argent à cette fin alors que les déchets alimentaires humains sont totalement gratuits puisque personne n'en veut? Il s'est avéré que le transport de ces déchets alimentaires inutiles jusqu'à la ferme était coûteux et prenait beaucoup de temps. Alors, Olympia a décidé de faire l'inverse et de transporter les larves jusqu'aux déchets. C'est ainsi que le système a vu le jour. Un conteneur est rempli de larves, puis livré à une entreprise équipée d'un robot. L'entreprise jette les déchets alimentaires au robot qui nourrit les larves et trie les déchets en fonction de leurs besoins. Vous voulez des détails? Même si c'est pas le cas, je vais vous en donner.
Tout commence par l'obtention de larves. On a déjà vu comment elles viennent au monde. Les larves, comme tout autre animal, doivent être collectées lorsqu'elles sont en pleine force de l'âge. Ainsi, elles peuvent manger plus de déchets. À l'âge de 5 jours, on les place dans des conteneurs qui sont contrôlés à distance et même connectés à Internet. Mais pas pour regarder YouTube, je suppose. Une fois les larves dans leur conteneur, une machine spéciale sépare les déchets alimentaires des emballages. Elle broie ensuite ces déchets pour en faire une pâte qu'elle introduit dans un système robotisé, en fait, une vaste mangeoire pour les larves. Ce système crée l'environnement idéal pour les larves, il recueille des informations et il assure le suivi pour garantir qu'elles sont bien nourries chaque jour. Heureusement, il est inutile de surveiller toutes les larves, car chaque conteneur peut en héberger entre 10 et 15 millions. Enfin, une fois que les larves ont mangé les restes, elles les transforment en un mélange de protéines et d'engrais de grande valeur et à faible toxicité, le tout en seulement 12 jours. Pour vous donner une idée de la rapidité de ce processus, sachez que le compostage traditionnel prend jusqu'à 16 semaines. Cool, je veux! De plus, ces technologies de pointe sont déjà mises en application. Par exemple, le robot Maggot travaille dans le supermarché Woolworths et dans le quartier de Barangaroo à Sydney. Certes, nos sources datent un peu, mais en novembre 2022, Maggot avait déjà traité plus de 35 000 tonnes de déchets. Récemment, le plus grand hôtel d'Australie, le Hyatt Regency, qui compte 878 chambres et qui est situé près de Darling Harbour, a commencé à utiliser le système. La nouvelle a été annoncée au début du mois d'août. Et si l'on en croit les journalistes, il s'agit du premier hôtel au monde à traiter ses déchets alimentaires de cette manière. Précisons que les larves ne sont pas difficiles du tout et qu'on peut les placer n'importe où. Elles mangent tout ce qu'on leur donne, y compris les déchets alimentaires provenant de bureaux, de restaurants, de boulangeries, le marc de café de McDonald's et les sous-produits agricoles issus du traitement du blé et de la fabrication du vin. Par ailleurs, contrairement aux mouches nuisibles, les mouches soldats adultes n'ont pas besoin de nourriture. En fait, Dame Nature ne les a pas dotées de pièces buccales. Elles ne peuvent ni mordre ni transmettre de maladies et sont donc inoffensives. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est cette espèce qui a été choisie. Et ce sont ces larves qui recouvriront bientôt l'Australie. Enfin, façon de parler, quoique. Bientôt, Sydney sera le premier endroit de Nouvelle-Galles du Sud où des essais de nourrissage de larves à l'aide de déchets alimentaires seront menés. Pas avec des déchets collectés dans des centres commerciaux, mais provenant de décharges. Les insectes vont transformer ces déchets alimentaires en ingrédients essentiels à la fabrication de nourriture. Mais c'est pas nous qui mangerons les déjections de ces larves, bien sûr. Environ 600 tonnes de déchets alimentaires seront transformés en aliments pour animaux et en engrais en l'espace de 12 mois. Je le disais, les larves sont très voraces. Mais pourquoi on peut plus déposer les déchets dans des décharges comme auparavant ? Le problème est qu'en se décomposant, ils libèrent du méthane, et dans de telles quantités que ça représente 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Vous savez que notre planète a déjà assez de problèmes avec ces gaz, j'ai pas besoin de vous le dire. Alors, l'utilisation de larves est une solution inédite et apparemment fiable à ce problème. Il s'agit d'un système autosuffisant, parfait d'un point de vue économique. Des déchets sont transformés en produits utilisables. Si tout se passe bien, le projet permettra de réduire la production de déchets et les émissions de méthane et en prime de contribuer à la production alimentaire. En résumé, on fera d'une pierre deux coups. Avant tout, on résoudra la question de l'alimentation du bétail. Aujourd'hui, 70% des coûts de la production animale proviennent de l'alimentation, les protéines qu'on cultive pour nourrir les animaux. Voyons, vous vous souvenez que la start-up est née de la recherche d'une alimentation alternative à base de larves. En effet, au cours des 2 dernières années, les coûts des aliments pour animaux ont augmenté de 40 à 60%. Et les marchés, eh bien, ils ne sont pas très stables. Le monde est devenu fou. Mais il y a un deuxième objectif. Libérer de l'espace dans les décharges. Les experts avertissent que l'espace va finir par manquer à Sydney, et ce, rapidement. Sydney envoie de plus en plus de déchets à l'extérieur de la ville. Selon certains experts, d'ici 2028, Sydney pourrait ne plus être en mesure d'enfouir les déchets sur son propre territoire. Bien sûr, on ne vit plus au Moyen-Âge et on ne verra jamais des déchets s'accumuler dans les rues car il n'y a plus de place dans les décharges. Du moins, j'espère.
Les déchets solides générés par les activités de plus de 5 millions de personnes et d'entreprises sont transportés en train vers des décharges de la région. C'est un problème, car le service ferroviaire est parfois interrompu en raison d'événements naturels et les voies s'usent. Mais les déchets s'accumulent sans cesse, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et c'est là que les larves viennent à la rescousse. De plus, pas besoin de les y obliger ou de les dresser, elles vivent simplement leur vie, et ce faisant, elles contribuent à rendre la nôtre meilleure. Elles ignorent tout de l'objectif ambitieux qui leur a été fixé. D'ici 2025, grâce à elles, aucun déchet alimentaire ne devrait finir dans des décharges. Aucun. Ça veut dire que l'Australie passera d'un manque de place dans les décharges à une situation où le nombre de décharges diminuera car elles ne seront plus nécessaires. Vous parlez d'une bonne nouvelle pour l'environnement. Bon, mais une question se pose. Qu'advient-il des larves lorsqu'elles, qu'elles cessent de manger ? En fait, c'est très simple, car une fois leur travail terminé, il reste deux produits, les déjections des insectes et les larves elles-mêmes. C'est alors le 17e jour de leur vie, l'heure pour les larves de se transformer en mouches, mais on ne leur en laisse pas l'occasion. On les envoie dans la salle de traitement où on les sépare des déjections, puis on les rince dans un grand tamis pour s'assurer de leur propreté avant de les tuer avec du dioxyde de carbone. Ensuite, elles sont déshydratées et elles deviennent de la nourriture pour le bétail. Et pas seulement pour le bétail, les larves devenues protéines peuvent être consommées par les oiseaux et les poissons. En outre, elles sont riches en mélanine, en chitine et en acide laurique et leur huile est similaire à l'huile de palme. Par exemple, elle peut être utilisée dans les cosmétiques et la mélanine peut servir à l'industrie électronique. Oui, on parle bien de ces insectes qu'on nourrit de nos déchets alimentaires. Difficile à croire, mais ces minuscules saucisses peu engageantes peuvent nous apporter de nombreux bienfaits. Et on n'a pas encore parlé du fumier. En se nourrissant, les larves produisent elles-mêmes des déchets qui font un excellent engrais. Ce micro-fumier est riche en azote, en phosphore et en potassium, ce qui en fait un engrais idéal. On en fait donc usage. Il est collecté et vendu à toute personne intéressée. Fermiers et éleveurs, animaleries et aquaculteurs. Ces larves semblent pouvoir résoudre un grand nombre de nos problèmes. Peut-être qu'on devrait tout simplement en recouvrir toutes les décharges et les laisser faire. C'était ma première idée, mais malheureusement, les scientifiques affirment que ce n'est pas possible. Pour que les larves se développent, il faut des conditions bien précises et tous les paramètres doivent être sous contrôle. Dans les chambres où on élève les larves, la température doit être stable pour une productivité maximale. Ces mouches sont une espèce subtropicale et elles ne se reproduisent pas ni ne pondent s'il fait trop froid. Mais il ne faut pas non plus qu'il fasse trop chaud, elles pourraient en mourir. Et c'est pareil pour les larves. S'il fait froid, elles refusent de se nourrir. S'il fait chaud, elles cuisent. Et compte tenu de la chaleur qui règne en Australie, ça peut fort bien se produire. Et des larves qui ramperaient dans une décharge à la recherche de matière organique seraient moins efficaces que si on la leur servait sur un plateau d'argent. De plus, si on les laisse à l'air libre, elles risquent d'être dévorées par les oiseaux et autres animaux, et en fin de compte, une grande partie d'entre elles mourront. Vous me suivez ? Il faudrait dépenser beaucoup de temps et d'argent pour faire grandir ces larves, puis on les déverserait dans les décharges, mais elles ne seraient pas en mesure de traiter les déchets efficacement. Ce serait du gâchis économiquement parlant. Mieux vaut donner des déchets aux larves que de disperser des larves sur des déchets. D'ailleurs, ça ne se fait pas qu'en Australie, mais aussi dans d'autres pays. En Indonésie par exemple, les déchets posent problème partout. En Indonésie, on utilise ces larves depuis longtemps, mais comme je le disais, il est impossible de les relâcher au hasard dans les décharges. Les larves ne survivraient pas et le travail ne serait pas fait. Il faut leur procurer des déchets déjà triés, afin que les déchets organiques soient séparés du plastique, mais le tri est peu développé en Indonésie. C'est pourquoi les ménages sont encouragés à se procurer leurs propres larves et à les nourrir de déchets organiques sur place. Ainsi, il est inutile de transporter les déchets ou de les trier à l'échelle industrielle. Et tout le monde est content, surtout les larves. Les drosophiles à la rescousse. Pendant que certains élèvent des mouches en Australie, d'autres les combattent d'arrache-pied. La drosophile du Queensland est un ravageur qui coûte environ 270 millions d'euros par an au secteur horticole australien. Elle agit comme toutes les drosophiles. Elle pond ses œufs dans les fruits, puis les larves éclosent et mangent les fruits
ce qui les fait pourrir et tomber prématurément. Auparavant, on employait des pesticides pour lutter contre ces mouches, mais ils sont désormais interdits. Cependant, une nouvelle méthode a été trouvée. On élève des drosophiles stériles dans une ferme d'insectes à Port Augusta, en Australie du Sud. Des drosophiles du Queensland qu'on stérilise à l'aide de rayons X. Les mâles stériles sont ensuite relâchés afin qu'ils s'accouplent avec les femelles sauvages. Après quelque temps, le nombre de mouches femelles sauvages diminue et elles finissent par s'éteindre. Pour ce faire, on a largué 2 millions de mouches stériles d'un avion au-dessus d'une zone de quarantaine où elles ont repéré leurs congénères sauvages. 2 millions! On croirait un roman de science-fiction. Et pourtant, c'est pas suffisant. À terme, les scientifiques veulent relâcher 50 millions de mouches par semaine. J'espère que ça fonctionnera. Les poules approuvent. Dans le Cambridgeshire, il existe un élevage de volailles unique en son genre, le premier au Royaume-Uni, doté d'une machine à larves pour nourrir les poules. Il suffit aux fermiers d'alimenter le système en électricité et en déchets alimentaires, puis de donner les larves à leurs poules. Les poules semblent apprécier cette alimentation plus variée qu'à l'ordinaire. En fait, elles préfèrent nettement les larves aux granulés, leur alimentation habituelle. Elles se battent moins et elles se donnent moins de coups de bec, car ce nouveau régime alimentaire encourage un comportement plus naturel, la recherche de nourriture. Après tout, c'est ce pourquoi les poules ont évolué pendant des millions d'années, gratter le sol pour y trouver quelque chose de savoureux. Depuis ce changement, elles pondent moins souvent au niveau du sol, ce qui est une bonne chose, car les œufs ainsi pondus sont de moins bonne qualité. La logique des poules est très simple. Elles n'aiment pas pondre là où leurs congénères cherchent de la nourriture, c'est-à-dire en public. Elles pondent donc dans leur nid et les fermiers en tirent un profit supplémentaire. On a également découvert que l'alimentation à base d'insectes vivants a un effet positif sur le système immunitaire des oiseaux. Les fermiers n'ont plus besoin de leur donner d'antibiotiques, ce qui représente d'énormes économies. Vous êtes sûr d'être médecin ? Pendant ce temps, Biomonde fournit des asticots de Lucilie soyeuse pour soigner les patients qui ne font pas la fine bouche dans toute l'Europe. Pour accepter un tel traitement, mieux vaut avoir l'estomac bien accroché, car il s'agit de mouches à viande qu'on utilise pour nettoyer les plaies. Aujourd'hui, des centaines d'hôpitaux au Royaume-Uni et des cliniques en Allemagne utilisent ces larves pour accélérer le processus de guérison. Et ça marche. Les scientifiques font revivre une tradition ancestrale pratiquée par les tribus mayas d'Amérique centrale et par les indigènes australiens. Pendant la Première Guerre mondiale, le médecin américain William Baer a découvert que les blessures contenant des asticots guérissaient beaucoup plus vite que les autres. Il a commencé à élever des asticots sur un rebord de fenêtre pour traiter des patients atteints d'ostéomyélite, une inflammation des os. À la fin des années 1930, 300 hôpitaux aux États-Unis et au Canada utilisaient des asticots, mais l'arrivée de la pénicilline et autres antibiotiques a sonné le glas de cette méthode. Aujourd'hui, on y revient dans un contexte de résistance croissante aux antibiotiques. Mais n'allez pas croire qu'il s'agit de larves rampant dans les égouts ou les poubelles. On les élève en milieu stérile et il n'y a pas le moindre danger. Même si l'idée de cicatriser comme ça reste un peu bizarre. Les larves font du fromage pour nous. Le casu marzu est un mets originaire de Sardaigne, fabriqué à l'aide de larves. Ces larves sont particulières car ce sont celles de la mouche du fromage Piophila casei. Normalement, on fabrique du fromage en chauffant du lait et en y ajoutant des bactéries et des enzymes pour aider à la fermentation. Mais dans le cas du casu marzu, la fermentation se fait avec des larves et ça donne exactement ce que vous imaginez. On laisse les mouches pondre dans du pecorino et les larves le font ensuite fermenter, mais je dirais plutôt qu'ils se décomposent. C'est franchement dégoûtant. Et le casu marzu est même considéré comme le fromage le plus dangereux au monde car les œufs et les larves peuvent pénétrer dans le tube digestif et y survivre, entraînant diverses infections. Pour cette raison, le fromage a été interdit en Italie et dans l'UE et il est maintenant produit illégalement et vendu sur le marché noir pour des sommes énormes. Certes, les producteurs ont tenté de contourner l'interdiction en qualifiant le casu marzu de plat traditionnel, mais son statut reste incertain. D'ailleurs, le casu marzu est l'un des rares fromages interdits aux États-Unis. Les larves font de la peinture. Que peuvent faire d'autre nos larves ? Elles semblent capables de tout. Elles peuvent même créer leurs propres œuvres d'art.
Bien sûr, les larves elles-mêmes n'en ont sans doute pas conscience, mais ça fait le bonheur des humains. Des gens ont recouvert de peinture des centaines de larves, créant ainsi des tableaux abstraits. Qui plus est, le docteur Matthew Cobb, expert en comportement animal de l'université de Manchester, souhaite créer des versions larvaires de la célèbre peinture d'action popularisée par l'artiste abstrait américain Jackson Pollock. Ma foi, j'imagine qu'on peut trouver ça beau, si on aime l'art contemporain. Et les larves? Et les likes? Au fait, vous m'en devez exactement un. À plus.